Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, c'est le sommaire et notre question du jour. Après la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer, le constat est sans appel. De moins en moins de lycéennes choisissent les maths en première et la filière scientifique n'attire plus autant qu'avant. Alors comment y remédier? On en discute dans quelques minutes avec notre invité. Et puis on chantera en deuxième partie d'émission. Nous serons avec Emmanuel Lotz. Il est professeur des écoles et il viendra avec sa guitare puisque tous les jours, il chante avec nos enfants. Enfin, Mickaël Dorian nous emmènera en Chine où d'anciens athlètes olympiques se sont reconvertis en profs d'éducation physique et sportive. Vous verrez, c'est incroyable. Tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Alors Mickaël, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Pleine forme? Pleine forme. Toujours, de toute façon. Toujours. Mickaël est toujours en pleine forme. C'est l'une des obsessions des candidats à l'élection présidentielle, le niveau scolaire de nos enfants. Et s'il y a bien un point sur lequel ils sont tous d'accord, Virginie, ils baissent ce niveau. Niveau des élèves, niveau des enseignants, niveau du budget et de l'encadrement. La différence est dans le vocabulaire employé par les candidats. Si Valérie Pécresse appelle à un sursaut national pour relever le niveau, Éric Zemmour parle, lui, d'effondrement du niveau académique. Marine Le Pen, elle, plaide pour remettre au cœur des programmes le français, les maths et l'histoire. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il insiste sur la transmission des savoirs. Emmanuel Macron aussi, s'il se déclare candidat, donc, aurait des idées pour l'école. Car il le sait, l'éducation est l'un des 3 sujets importants de cette campagne. Alors plus que des idées, Emmanuel Macron aurait pour projet de transformer en profondeur le système éducatif français. Et pour ça, plusieurs propositions sont sur la table, comme par exemple la suppression du CAPES ou encore la fin du recrutement à vie dans l'éducation. Autre idée du président, la fusion de l'éducation nationale avec le ministère de l'enseignement supérieur et celui de la culture. Un nom circule même déjà pour chapeauter le tout, celui de Bruno Le Maire. Allez, on sort des élections. À Creil, maintenant, une école primaire a été cambriolée. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche au sein de l'école Albert Camus, située dans le quartier du Plateau. Des tablettes et des ordinateurs ont été volés, des vitres ont été cassées et des portes fracturées lors de l'effraction. Impossible pour le moment de déterminer le montant exact du préjudice. Et alors qu'on est toujours en plein dans les inscriptions sur la plateforme Parcoursup, eh bien un chat est organisé ce mercredi pour les élèves de terminale en situation de handicap. Oui, si vous vous interrogez en effet sur les dispositifs qui existent pour vous accompagner si vous êtes en situation de handicap ou si vous présentez un trouble de santé invalidant, ce chat est pour vous. Jérôme Taillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, et Marie-Pierre Toubans, coordinatrice de l'association Droit au savoir, répondront à toutes vos questions ce mercredi de 14h à 15h30. Rendez-vous sur le site onicep.fr. C'est une pratique qui suscite un certain engouement depuis quelques années, mais qui aujourd'hui est dans le collimateur des associations. Se poser, respirer, porter son attention sur le moment présent. Depuis une dizaine d'années, la méditation de pleine conscience est utilisée dans quelques établissements scolaires pour améliorer l'ambiance en classe et favoriser la concentration des élèves. Sauf que dernièrement, la Ligue des droits de l'homme a adressé une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer lui demandant de mettre fin aux expérimentations et de refuser l'entrée officielle à l'école de cette technique. Son président Malik Salancour évoque des risques de dérive sectaire et d'atteinte à la laïcité à travers, je cite, une pratique qui se prétend laïque mais qui est d'inspiration bouddhiste. Décidément, les problèmes de religion à l'école sont nombreux. On va en parler très souvent dans cette édition. On termine avec Laure Manodou qui sort les griffes pour défendre son fils, victime de moqueries à l'école. C'est la hantise de n'importe quel parent, celle de voir son enfant cible de moqueries à l'école. C'est arrivé récemment au fils de Laure Manodou dans une story publiée sur Instagram. Elle raconte que son fils était allé à l'école avec une couette dans les cheveux et que ses copains s'étaient moqués de lui parce que, je cite, « c'est pour les filles les couettes ». L'ancienne nageuse poursuit en disant « tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts et porter du bleu, qu'il fait ce qui lui plaît à lui et non aux autres ». Elle termine dans une seconde story par cette phrase « Les préjugés commencent tôt, mais la confiance en soi aussi ». Fin de citation. C'est vrai que les préjugés commencent tôt. Vous, je vous dis rien sur votre houppette, par exemple, et moi sur mon brushing. Vous allez m'appeler Tintin, c'est ça? Oui, je veux bien. Après la réforme du bac menée par Jean-Michel Blanquer, le constat est clair. De moins en moins de lycéennes choisissent les maths en première et donc terminale évidemment aussi. Et la filière scientifique n'attire plus autant qu'avant. Comment y remédier? C'est notre question du jour.
Et pour en parler justement, j'accueille sur le plateau Sébastien Plancheneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'APMEP, l'association des professeurs de maths de l'enseignement public. Vous êtes également professeur en exercice en ce moment? Oui, effectivement, je suis enseignant au collège Mondétour aux Ulysses et également en temps partagé à l'université d'Evry. Donc vraiment les mains dedans, et tant mieux, c'est parfait pour notre discussion du jour, puisque dans une enquête Teams auprès d'élèves de CM1 et 4e qui est réalisée, je vois que vous voyez très bien ce à quoi je fais allusion, enquête réalisée en mai 2019, la France se classe dernière dans les pays de l'Union européenne pour les maths et même avant-dernière dans les pays de l'OCDE devant le Chili. C'est donc évidemment qu'il y a un problème qui ne surgit pas là soudainement. On en parle et on va parler précisément de ce sujet et de la réforme du bac là. Mais en fait, ça fait très longtemps que ça coince pour les maths et les Français. Oui, alors il y a beaucoup d'interrogations. Ça fait très longtemps qu'on en parle. La communauté mathématique a interpellé le ministre depuis l'an 2000, sur lequel on a créé une commission qui s'appelle la commission Kahn, qui a rendu un rapport justement sur la réflexion de l'enseignement des mathématiques. Et depuis, malheureusement, j'allais dire, rien ne s'est mis en place pour améliorer la situation. Et on en voit les résultats à l'heure actuelle. Mais alors, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le niveau général par rapport aux autres pays du monde, dans l'absolu, est beaucoup plus bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des éléments qui est difficile d'analyser globalement sur le système scolaire en français. Je rappelle qu'il y a quand même plein de réformes qui se sont entrevêtrées les unes après les autres. Par exemple, le système de passer à 4 jours au lieu de 4 jours et demi comme on avait avant. Donc, le temps de scolarité et d'apprentissage a été fortement modifié. Et les enseignants, professeurs des écoles du terrain nous signifient qu'ils ont moins de temps pour pouvoir adosser leur travail avec leurs élèves et leur laisser plus de temps d'appropriation des notions qui sont travaillées en mathématiques en particulier. Mais c'est le cas aussi en français. Si on regarde les résultats Teams, on voit aussi qu'il y a un décrochage, malheureusement aussi en français. Et oui, c'est ça. Alors, on parlait de cette fameuse réforme du bac, la réforme de Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, qui est entrée en vigueur donc, en septembre 2019, à la rentrée de septembre 2019, en première et 2020 pour les terminales. Alors, avec cette réforme, plus de filières S, ES et L, c'est-à-dire scientifique, économique, social et littéraire, ou alors pour les anciens, si je peux me permettre, A, B, C ou D, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Dès la fin de la seconde, donc les élèves doivent choisir 3 spécialités pour leur entrée en première et puis plus que 2 en terminale. On appelait ça vulgairement la triplette et la doublette. Je crois que ça s'est appelé comme ça récemment. Et on arrive à ce chiffre aujourd'hui. En terminale, au moins 41% des élèves ne font plus du tout de maths. Est-ce que c'est alarmant selon vous ? C'est alarmant du fait qu'il n'y a pas de maths dans le tronc commun. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on ne propose pas aux élèves une culture mathématique nécessaire à comprendre le monde qui est en train de se développer par rapport aux technologies, mais aussi, on le voit très très bien, par rapport à l'ensemble des chiffres et des indices qui sont donnés à l'heure actuelle, en particulier sur la pandémie. Quand on parle de courbe exponentielle, on ne sait pas forcément de quoi on parle si on n'a pas fait un minimum de mathématiques, et c'est nécessaire à chacun de comprendre ces éléments-là. Mais alors, quand on vous écoute, c'est assez évident. Vous avez été consulté par le ministère de l'Éducation à ce moment-là, au moment de cette réforme? Alors, on a été consulté, on a indiqué les éléments, bien évidemment, malheureux qu'on constate par les chiffres de l'ADEPE. Depuis, bien évidemment, même avant la mise en place de cette réforme. On a été reçu par Mathieu pour les propositions. Si on regarde bien la proposition de Mathieu au départ, vous aviez des maths dans le tronc commun en première, oui, qui a eu une modification malheureuse, justement, pour cette culture mathématique globale. Mais quand vous dites malheureuse, on a l'impression que c'est un accident. C'est-à-dire qu'ils l'ont rayé, ils se sont dit sur un coin de table, oh, non, ça sert à rien. On se pose la question, sincèrement, on se pose la question. Pour quelles raisons on a sorti les mathématiques du tronc commun? Si on regarde bien, les mathématiques étaient dans le tronc commun avant 2010. Ouais. Et comme par hasard, en 2010, elles sont sorties du tronc commun en L, donc la terminale L. Littéraire, donc. Première et terminale. Et si on regarde bien, à ce moment-là, le DGESCO, c'était déjà Jean-Michel Blanquer. Donc, il y a un souci là-dessus. Bon, d'accord. Alors, je dis là-dessus, je ne parle pas de Jean-Michel Blanquer, je ne me permettrai pas. Mais sur cette situation-là. Donc, consulter, oui, mais apparemment pas écouter. Bon, j'entends. En tout cas, il y a dans la réforme, sur le tronc commun, j'entends, plus de temps consacré donc, à l'histoire, au français philo. Je dis au français philo parce que c'est une matière à part entière. Et on appelle d'ailleurs la matière scientifique aujourd'hui, qui contient donc physique-chimie, je ne me trompe pas, mathématiques et SVT, sciences et vie de la Terre, qui est donc rassemblée, ce qui veut donc dire, et même les langues, qui ont donc beaucoup plus de temps alloué aux langues, et on l'entend, c'est-à-dire que toutes les matières sont importantes, bien entendu, mais ça veut dire que quand même, il y a un choix qui est fait, c'est quoi? C'est le siècle des Lumières qui revient? C'est Molière qui est là, avec nous? Pourquoi les maths non, et finalement le français et la langue oui?
Ça, on ne peut pas véritablement savoir. Est-ce que effectivement c'est un problème de gestion des ressources humaines? J'espère que non, parce que dire qu'on supprime les maths dans le tronc commun pour une culture générale, pour des raisons de ressources humaines, parce qu'on a du mal à recruter des professeurs de mathématiques à l'heure actuelle, ça interroge et ça pose question. Ce qu'il faut constater, c'est que cette réforme n'a pas répondu, j'allais dire, aux enjeux qu'on avait à l'heure actuelle. Il y avait deux propositions. Soit on faisait comme par exemple l'Italie, où l'Italie, la fin de terminale, c'est une culture générale commune et tous les élèves suivent le même profil, donc on arrive avec, j'allais dire, toutes les disciplines de manière équilibrée, ou en Angleterre, où c'est plutôt des spécialisations et véritablement un abandon du tronc commun pour se spécialiser. En France, on a essayé d'avoir les deux, et au final, les deux sont devenus bancals. Ben oui, on a voulu abandonner justement le mécanisme des filières pour recréer des filières, parce qu'en fait, on ne veut plus avoir L, E, S et S, mais on recrée la filière, et on en parlait juste avant l'émission quand on a préparé, on recrée une autre filière qui se crée, avec, on n'appelle plus ça L, E, S et S, mais physique, chimie, français, philo, et puis bon, ben, quand on veut faire commerce, par exemple, je ne sais pas moi, business ou autre de l'économie en général, on est économique sociale, ça veut dire qu'en fait c'est un semblant de, on doit piocher un peu de maths, un peu de français, un peu d'histoire, jouer un peu de langue, mais finalement je peux pas parce qu'en fait j'ai ma fameuse triplette puis ma fameuse doublette, donc j'ai deux matières à choisir. Comment je fais? En fait, on essaie d'avoir à la fois des très très bons en maths et des très très bons en français, mais finalement les moins bons en maths se retrouvent où? Enfin, c'est un non-sens total, ou en tout cas, enfin. Pour nous qui sommes extérieurs, on ne comprend pas. C'est extrêmement difficile, effectivement, pour les enfants, les élèves, les lycéens, les lycéennes, mais aussi pour les familles, de comprendre effectivement quelles sont les spécialités qu'il faut choisir. Surtout qu'il n'y a pas de lecture lisible et compréhensible par rapport aux attentes du supérieur. Et c'était bien un choix de Jean-Michel Blanquer de dire que ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire tous les choix que vous le souhaitez, ça n'aura pas d'impact sur le supérieur. Et on le sait, bien évidemment, ça a un impact. Si vous faites des études, par exemple, d'économie, de gestion, il faut choisir sciences économiques et sociales, et on a besoin d'un minimum de mathématiques. Donc, si on veut maximum même. Hein. Oui. Un maximum de maths. Je l'ai fait. Il y avait un beau tronc commun en maths. Et c'est la même chose, par exemple, pour les sciences. Il y a plein de domaines où on a besoin de mathématiques, pour la médecine particulièrement. Mais ce qui est dommage dans cette réforme, et nous, c'est ce qu'on regrette, on aurait souhaité avoir une deuxième spécialité mathématique qui permettrait justement de répondre aux enjeux et aux besoins de tous les élèves. On est conscient, la S ne répondait pas aux attentes. Il fallait modifier cette réforme pour pouvoir avoir et former de véritables scientifiques. On voyait qu'un grand nombre d'élèves se dirigeaient vers la S pour pouvoir particulièrement avoir un choix très vaste d'orientation pour la suite. Et on ne formait plus de véritables scientifiques. Mais à l'heure actuelle, c'est soit on prend la spécialité maths qui est vraiment destinée à des futurs scientifiques, soit on n'a plus rien du tout. Et donc on a oublié toutes ces personnes qui ont besoin de mathématiques pour leur cursus universitaire pour la suite. Et donc du coup, en première, on se retrouve avec des élèves qui ont d'énormes difficultés à suivre un parcours qui est fait pour des futurs scientifiques. Est-ce que le problème de cette réforme finalement de matière à la carte, c'est pas finalement le fait qu'en France, il y a un autre problème, c'est que les maths sont mal aimées? Alors, je ne dirais pas que les maths sont mal aimées. Si vous regardez bien les chiffres et les résultats par rapport justement à l'amour des mathématiques pour les profs, pour les élèves qui sortent de l'école primaire et maternelle, on remarque quand même que c'est une discipline qu'ils aiment beaucoup. Justement parce qu'on est encore dans les questionnements, on est beaucoup sur la partie ludique, etc. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas choisie finalement ? Parce qu'on a un gap, c'est-à-dire que les mathématiques, c'est une discipline qui est cumulative. C'est-à-dire que quand vous avez une marche que vous avez loupée, pour raison X ou Y, hein, des raisons familiales, des raisons personnelles. Il y a quand même, on rappelle qu'en collège, on a l'adolescence et que du coup, c'est pas toujours évident de suivre bien sa scolarité. Et bien, du coup, on chute. Et cette chute, elle est dramatique pour la suite en mathématiques. D'où l'importance, j'allais dire, de travailler, collaborer pour rattraper le rattrapage, etc., pour pouvoir gagner en confiance. C'est plus dur en maths que dans d'autres matières, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que l'histoire-géographie, par exemple, vous avez un chapitre, vous pouvez parler d'un autre chapitre, ça n'aura pas d'impact parce que vous avez loupé le premier chapitre. En mathématiques. Disons qu'il y a quand même une continuité, parce que s'il y a des périodes qu'on loupe, on ne peut pas comprendre quand même. C'est le principe de l'histoire. Oui, je suis l'histoire d'aujourd'hui, on la comprend parce qu'on sait l'histoire d'hier. Je peux prendre par exemple la géographie, si vous voulez, où il y aura moins d'impact. On peut appeler les pays. C'est ça, mais si vous voulez. Non, je vous charrie un peu, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est véritablement, c'est que il y a des bases qu'on construit au fur et à mesure, c'est vraiment cumulatif et qu'on construit un mur. Et le problème, c'est que si le mur il est bancal ou il est légèrement penché, eh bien ça tombe. Et c'est le problème en mathématiques. C'est-à-dire qu'on arrive à ces déboires-là
pour beaucoup d'élèves. Et donc, du coup, ils se retrouvent en souffrance parce qu'ils ont une image extrêmement négative d'eux-mêmes par rapport à leurs résultats dans la discipline et par rapport à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes dans les matières scientifiques. Alors justement, on va parler de cette vision-là parce que le choix qui est fait, puisque l'idée centrale de cette réforme, c'est quand même de donner la liberté de choisir aux élèves. Et on donne cette liberté-là aux élèves qui sont en seconde, donc qui ont en gros 15 ou 16 ans. Est-ce qu'on est capable déjà de choisir à cet âge-là ? De choisir notre voie, parce que on se rappelle tous de nos 15-16 ans et des moments seconde, première, terminale. Moi, j'ai à peu près su ce que je voulais faire assez vite, mais j'avais quand même une idée très certaine en terminale, pas avant. Est-ce que on est capable vraiment de choisir en seconde la filière dans laquelle on va aller? Parce qu'elle est déterminée après, on ne peut plus changer. Alors, ça dépend en réalité des choix de spécialité. Il y a certaines filières, effectivement, qui vont être extrêmement fermées, qui vous donnent beaucoup moins de possibilités. Malheureusement, les mathématiques, c'est le cas. En réalité, vous ouvrez quand même beaucoup plus de portes dans le supérieur sur lequel on va pouvoir aller dans d'autres domaines que celui qu'on avait souhaité au départ. Il y a moins de monde qui le choisit, comment on fait? Ça diminue forcément le vivier potentiel de changement. Mais je partage votre avis. C'est-à-dire que pour des élèves... C'est une question que je pose, je ne donne pas mon avis. Moi, je pose des questions. Moi, je vous le donne. C'est-à-dire qu'effectivement, à 15 ans, c'est extrêmement difficile en réalité de s'orienter. Et de savoir exactement ce qu'on veut faire. On change de choix. Et puis on le voit à l'heure actuelle, si on interroge des adultes, beaucoup ne se projettent pas jusqu'à leur fin de leur carrière dans ce même métier. Et il y a nécessité justement à pouvoir changer et donc avoir un bagage culturel qui va favoriser justement les reprises d'études dans d'autres secteurs que ceux qui sont dans lesquels actuellement, ils travaillent. Et donc, il y a une nécessité à réfléchir à ça. Donc, je partage votre avis. Je pense qu'il aurait été peut-être préférable de réfléchir à une réforme qui prenne en compte ces éléments-là. Alors, 15-16 ans, tôt, effectivement. Et puis ensuite, l'autre problème qui se pose, c'est la baisse du nombre de filles qui choisissent de faire des maths. 50% des lycéennes abandonnent les maths à la fin de la seconde, alors qu'elles étaient 83% en 2018. Comment on l'explique, ça? Tout à fait. Alors, vous avez les jeux des stéréotypes et des préjugés, qui c'est très fort. C'est intéressant d'en parler, justement. Plus en réalité vous faites des choix, plus rapidement vous faites des choix, et plus ça va avoir un impact fort, ces stéréotypes et ces préjugés. Les filles ont tout à fait les mêmes capacités que les garçons à réussir en mathématiques. Je vous remercie de le dire. Non, mais c'est important de le dire. Et justement, une grande partie sont très brillantes. Et en réalité, se disent, c'est pas fait pour moi. C'est une matière difficile et je vais peut-être pas forcément y arriver, alors qu'elles ont des très bons résultats. Vous voulez dire que les filles en seconde ou troisième ou première, elles ont plus d'appréhension? Oui, tout à fait. Et elles ont même tendance à s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas la possibilité d'avoir des carrières futures dans ces domaines-là, ce qui est totalement faux. Mais c'est quoi? C'est culturel, en fait. C'est une image qui est là, qui est ancrée depuis toujours. En fait, les ingénieurs sont tous des garçons. Ces filières-là sont plus masculines. On a très longtemps entendu dire, par exemple, que les filles étaient plutôt, créatives et les garçons plutôt... cerveau de gauche, cerveau de droite, etc. Cerveau de gauche, cerveau de droite, c'est-à-dire qu'on avait cette image, par exemple, garçon-fille qui ne faisaient pas forcément les mêmes domaines, fille plutôt littéraire, garçon plutôt matheux, scientifique. Et donc, du coup, c'est resté très ancré dans la culture, qui est donnée, bien évidemment, pour les enfants, par leurs parents, par la société elle-même. Et donc, du coup, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est déjà la première image. Et la deuxième que vous avez, c'est l'image des mathématiques, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. On entend sans arrêt que les mathématiques, c'est une discipline difficile, c'est une discipline de tri, de sélection sur laquelle on va pouvoir choisir quel ou quel élève on va pouvoir choisir. Et ces deux stéréotypes et préjugés renforcent en fait le fait que beaucoup de filles abandonnent malheureusement. Est-ce qu'il y a le fait aussi que les maths peuvent donner l'idée que derrière ça ouvre sur des études plus longues que d'autres matières ? Soit les études d'ingénieur, études de médecine, qui sont des études très longues. Effectivement, les maths peuvent amener à des études beaucoup plus longues. Mais si vous regardez le lycée professionnel, par exemple, vous avez aussi des maths dans le tronc commun. Vous avez maths info. Donc, ce qui prouve que même sur des métiers courts, vous avez besoin de maths. Je veux juste signaler qu'un élève qui fait lycée professionnel à l'heure actuelle aura plus de connaissances mathématiques qu'un élève de seconde qui aura arrêté les mathématiques en seconde. Donc, c'est quand même important de le savoir. Ah oui. Oui, je n'avais pas noté cette information. Ah oui, effectivement, c'est hyper important de le savoir. Alors justement, forcément, ça me fait rebondir sur une chose importante, qui est quand même l'importance du numérique aujourd'hui. C'est un monde en vrai développement, j'allais dire en futur développement, mais non, déjà en développement très important, et encore davantage pour les prochaines années. Et donc, un secteur qui embauche, on l'imagine, pour tous ces jeunes, ces lycéens, qui vont aller vers le marché de l'emploi. Est-ce que ce n'est pas important, justement, de maîtriser les maths pour pouvoir travailler dans ces disciplines-là ?
Si, tout à fait. Une grande partie, je rappelle que l'informatique et les mathématiques sont très liées. On le voit tout à fait au collège, par exemple, où les cultures informatiques, l'algorithmique et la programmation est vue par des professeurs de mathématiques, mais aussi des professeurs de technologie. Donc c'est quand même étroitement lié. Et il y a besoin, effectivement, de développer à la fois une culture de l'informatique, du numérique et des mathématiques, proprement dites. Je parle, par exemple, de tout ce qui est cryptage, décryptage, le fonctionnement des cartes bancaires, etc. Tout ça, c'est de l'informatique, du numérique, mais aussi des mathématiques qui sont derrière. Mais si c'est une discipline qui est difficile, comme vous le dites, et qu'on voit bien qu'il y a un vrai choix qui s'opère vers d'autres spécialités, est-ce qu'il ne faudrait pas proposer, je dis ça, c'est vous qui savez mieux évidemment la situation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas proposer des cours de codage, justement, quelque chose de plus pratique, qui a un lien avec les maths, de manière générale, mais qui se dirigerait vers cette filière-là, vers cette filière numérique? Alors, j'ai juste rectifié au propos. Pardon. Je ne considère pas que les mathématiques sont une matière difficile. Au contraire, justement, on peut prendre beaucoup de plaisir à faire des mathématiques et il y a plein de façons de voir les mathématiques autrement que des fois comment on les enseigne. Et ça, c'est propre, je pense que c'est propre aussi à sa personne en tant qu'enseignant. Vous pouvez voir, par exemple, l'origami. Tout le travail sur l'origami, c'est plein de mathématiques derrière. C'est de la géométrie. On peut prendre énormément de plaisir à faire ça. La musique, il y a plein de mathématiques derrière. L'architecture, les arts, je pense au groupe Oulipo, par exemple, qui font plein de mathématiques avec de l'écriture. Et donc, toute cette partie, justement, de connaissances mathématiques, elle a complètement été balayée sur le lycée. Parce que du coup, on ne la propose plus. Les mathématiques ne sont vues que comme un outil au service des sciences. Et c'est donc, quand mon même prochain malheureux. cours de musique, je me dirais que là, je suis en train de faire des maths. Oui. Je vous inviterai parce que j'arrive à faire la liaison. Je n'ai pas encore connecté tous les neurones. La gamme de Pythagore, justement, c'est des mathématiques derrière. Bien vu, bien vu. Bon, non, mais je reviens sur la filière générale. J'ai vu quand même que les fédérations professionnelles, les assureurs, des banques, des acteurs du numérique, évidemment, on en parlait de l'ingénierie, justement, ont tiré cette fameuse sonnette d'alarme parce que si ça continue, il y aura une pénurie d'ingénieurs. C'est vrai, c'est réel? C'est déjà le cas. À l'heure actuelle, on signale qu'il manque 5000 ingénieurs par an formés en France. La dernière fois, j'ai eu des échanges avec un patron d'entreprise qui m'expliquait qu'ils n'arrivent pas à recruter des personnes qui sont dans la cybersécurité au niveau numérique, alors qu'ils en ont besoin énormément. Et parce qu'on n'a pas de personnes qui sont formées d'un point de vue scientifique pour pouvoir aller dans les milieux de demain. Et donc ça pose véritablement une question et des enjeux d'un point de vue national du manque de futurs scientifiques qu'on va avoir. Surtout à l'aube des présidentielles. Oui. On peut craindre le pire. Mais c'est étrange parce que Virginie, effectivement, nous disait qu'on est à fond dans le numérique aujourd'hui. On dit que la génération qui arrive est la génération même du numérique. Comment se fait-il que les maths soient délaissées par cette génération, justement ? Parce qu'il y a un gros travail à faire, je pense, et qui n'a jamais été véritablement mené sur la forme de l'enseignement des mathématiques telle qu'elle est à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu de réflexion globale. Si vous regardez les programmes de vos enfants à l'heure actuelle, c'est les mêmes que vous avez eus quand vous étiez élève. Et il n'y a pas eu véritablement une remise en question des programmes ou de la façon des programmes de mathématiques qu'on pourrait apporter à l'heure actuelle. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et depuis très longtemps, malheureusement, effectivement, on parle beaucoup de Pythagore, de Thalès. C'est enseigné dans tous les pays. Alors Thalès, on en reparlera parce que certains pays, c'est pas le même théorème. En France, c'est un théorème bien particulier par rapport à d'autres. Vous vous souvenez du théorème de Thalès ? Oui, de Pythagore surtout. Pythagore. Thalès, j'ai plus de mal. mais du coup, j'allais dire, il y a des choses à travailler à ce niveau-là et ça n'a jamais été fait. Mais c'est ce que disait Virginie, finalement. Peut-être, du coup, travailler davantage sur des problématiques pratiques. Alors, il faut bien penser aussi que les mathématiques, c'est pas forcément que du pratique. Ça permet aussi de travailler, j'allais dire, la réflexion, le raisonnement, la démonstration, qui sont des choses aussi qui sont très importantes dans d'autres domaines, en particulier en philosophie, mais aussi en histoire. Très proche, la philo et les maths. Ah bah oui, c'est une histoire très proche depuis très très longtemps. Donc, et c'est des choses qui sont aussi importantes dans le cadre des mathématiques. Mais effectivement, je reconnais qu'il y aurait nécessité à travailler peut-être autrement les mathématiques qu'à l'heure actuelle. Il y a des perspectives, il y a le jeu, il y a le fait de pouvoir jouer et accompagner les élèves de façon différente en mathématiques, mais il y a plein de possibilités et ça demande un véritable travail de fond avec l'ensemble des spécialistes dans ce domaine-là. Alors vous êtes professeur de maths en exercice toujours, vous l'avez dit. Oui. Du coup, on parlait tout à l'heure du recrutement justement des professeurs de mathématiques de manière générale, du cadre enseignant de manière générale. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a un recul ? Il y a justement un élan en se disant oh là là, il faut qu'absolument on sauve notre matière. Comment on fait ? Quelle est la situation ?
Alors c'est plutôt en berne depuis 2010, l'enseignement des mathématiques, depuis que c'est passé en Master 2, c'est-à-dire qu'il faut avoir un Master 2, un niveau Master 2 pour pouvoir passer le CAPES. On le voit que pour des études équivalentes, bien évidemment, ceux qui ont fait des études scientifiques, et en particulier des études de mathématiques, ont des propositions d'offres d'emploi beaucoup plus intéressantes que d'être professeur des écoles. Pardon, je donne un chiffre. En 4 ans, le nombre de candidats au CAPES de maths a chuté de 17%. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que complètement découragé et par le salaire proposé, et par justement le manque de considération pour la filière. Alors, ce n'est pas forcément le manque de considération par la filière, c'est l'attractivité effectivement financière. Et puis, c'est aussi l'image qui est véhiculée par le métier d'enseignant. C'est-à-dire qu'on voit toujours et on entend toujours dans les médias une image extrêmement négative. J'avais proposé, quand j'avais rencontré l'inspection générale de mathématiques, mais pourquoi on ne voit jamais, par exemple, une publicité faisant la promotion de devenir enseignant? C'est un beau métier, on en a besoin, c'est un métier d'avenir. Il y a plein de choses à faire et pourtant, on n'en parle pas. C'est une bonne idée, mais depuis, je n'ai jamais vu des choses mises en œuvre. Écoutez, j'espère qu'ils vous entendent et qu'ils vont enfin faire appel à vous, parce que c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est évidemment un métier attractif. Pourquoi? C'est quoi le salaire d'un prof aujourd'hui de maths? En filière générale, en filière technique, par exemple? Alors, c'est les mêmes, hein, pratiquement. Ouais. On va pas, alors, en milieu de carrière, vous êtes à peu près à un peu plus de 2 000 euros. En début de carrière, vous êtes à 1 500 avec les primes à l'heure actuelle. En sachant qu'en début de carrière, pour les mêmes niveaux de diplôme, un ingénieur, c'est à peu près 2100. Donc, c'est-à-dire, en comparaison, c'est la moitié d'une carrière d'enseignant. Le niveau des maths, on l'a dit, à la fois testé en CM1 et en 4e en France, n'est pas bon, clairement. Mais avec la réforme du bac qui a été faite, on a aussi, j'imagine, creusé encore plus l'écart dans le niveau des maths. C'est-à-dire que ceux qui choisissent les maths en spécialité donc sont censés avoir un niveau encore supérieur à celui qu'avaient les élèves il y a une dizaine d'années, ou pas? Alors ça, c'est ce que dit le ministre, c'est-à-dire que les programmes ont été extrêmement renforcés et donc du coup, les connaissances des futurs élèves qui sortent justement de ces 9 heures de mathématiques en terminale, et je précise, c'est ceux qui ont fait maths experte, est supérieur à ce qu'il était avant. Je minimiserai parce que vous m'avez dit 10 ans. 10 ans pour le système éducatif français, c'est très rapide parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, tous les 5 ans, c'est-à-dire à chaque changement de ministre, on a une nouvelle réforme et des changements de programme, etc. À mon époque... Il y a 20 ans, si vous voulez. Alors, il y a 10 ans déjà, si on compare les programmes d'il y a 10 ans et maintenant, on se rend compte qu'on est quand même légèrement en dessous du niveau qu'il y était. Il suffit juste de regarder les épreuves du bac de terminale S en maths et les épreuves de spécialité. Excusez-moi, je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi il y a 10 ans, les épreuves du bac étaient plus difficiles, si je puis dire, un niveau plus élevé que maintenant? Tout simplement parce qu'il y a eu des choix dans les programmes qui ont été faits et il y a eu des discontinuités. Il y avait beaucoup plus d'heures de maths, par exemple, au collège, qui fait que les programmes n'étaient pas les mêmes et l'adossement des notions qui étaient travaillées n'étaient pas les mêmes. Parce qu'on a remplacé les maths par quoi? Par plus d'instruction civique? Par quoi? Parce que plus de langues? Effectivement, alors c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de notions qui ont été rajoutées, de disciplines qui ont été rajoutées qui font qu'on travaille davantage. Moins les mathématiques d'un point de vue général. Demain, on est censé avoir des annonces, je crois, du ministère de l'Éducation. Enfin, je dis demain, pardon, c'est jeudi, nous ne sommes que mardi, jeudi. Qu'est-ce que vous attendez de ces annonces-là? Alors, en off, on sait que c'est un comité de suivi, un groupe de travail sur la question de l'enseignement des mathématiques au lycée, qui va être mis en place par Jean-Michel Blanquer, qui va réfléchir justement à différentes propositions, parce qu'il se dit ouvert et à l'écoute des propositions qu'on peut mener. Ça peut difficilement être autrement, hein. C'est-à-dire que tout le monde en parle quand même, de cette difficulté. Oui, tout à fait, mais... Il ne peut qu'être ouvert. Ce que j'allais dire, ce qui est extrêmement dommage, c'est de savoir qu'en réalité, ça fait 4 ans que l'ensemble de la communauté mathématique informe de cette situation qui allait être délétère. C'est-à-dire même avant la mise en place de la réforme. Et qu'il a fallu, malheureusement, les effets des jeux des présidentielles pour qu'il y ait des personnes qui entendent cette situation et qui, justement, appuie le fait qu'il faudrait faire des modifications. Autrement dit, Sébastien Plancheneau, vous êtes en train de me dire que là, c'est un jeu politique qui se joue tout simplement et qu'on aurait espéré qu'effectivement ces dispositions se prennent beaucoup plus tôt pour pouvoir faire avancer le problème
Sur les maths. Écoutez, moi je vous propose, si vous êtes d'accord, je demande comme ça en direct, si jeudi vous pouvez réagir peut-être par Skype avec nous à un moment pendant l'émission, justement aux annonces qui vont être faites par notre ministre. Avec plaisir. Super. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Sébastien Plancheneau. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'APMEP, l'association des professeurs de maths de l'enseignement public. Restez avec nous car dans un instant, on sera avec Emmanuel Lotz. Il est professeur des écoles et vous allez voir qu'il a une technique bien à lui pour donner envie aux élèves d'apprendre. Il les accompagne tous les jours à la guitare. Moi, j'adore l'idée. On en discute dans un instant. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Emmanuel Lotz. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien. Vous avez un sourire extrêmement sympathique, angélique. Vous êtes positif. Oui, mais je ne peux plus m'en servir maintenant qu'on porte le masque tout le temps. Oui, mais il paraît quand même que ça se voit à travers les yeux. Et oui, je suis sûre que vos élèves le voient. Oui. Je vais m'expliquer. Emmanuel Lotz, vous êtes professeur des écoles. Oui. Mais un professeur à part. Un professeur souriant, sympathique et qui a décidé d'enseigner autrement. En fait, je suis un jeune professeur. J'ai pas l'air comme ça. Hein. Mais oui, donc je suis un professeur professeur neuf. Voilà. Mais là, je suis professeur titulaire depuis 2 ans. Alors, racontez-moi le parcours au début. Au départ, c'est quoi? Vous êtes vous êtes chanteur, artiste? Début, je suis chanteur. J'ai commencé à chanter. Ouais. Et puis, je suis devenu journaliste, secrétaire de rédaction pendant 14 ans. Et j'ai arrêté ça pour, ce métier m'ennuyait. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai voulu m'occuper d'enfants. Mais vous chantiez en permanence toujours et vous continuez de chanter évidemment. Je fais des disques, des spectacles, je continue. Voilà, mais vous vouliez aussi associer tout ça avec les enfants. Travailler avec les enfants. Ouais. Donc je me suis mis en tête de passer le concours de professeur des écoles, un peu 30 ans après mon bac, et voilà, je l'ai eu. Alors justement, ça dure combien de temps? Redites-moi, racontez-moi, professeur d'école, parce qu'il faut du courage quand même pour s'y remettre dans les études. C'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot. Il faut repartir dans les études. Ouais. Aller revoir les tiroirs de maths et français qu'on avait dans la tête, mais qui sont plus du tout dans la tête. Et c'est un vrai travail. C'est énorme. Combien de temps? J'ai travaillé 2 ans pour avoir le concours. J'ai commencé peu avant la première session d'un concours, c'était pour voir, je l'ai raté évidemment. Et ensuite, je m'y suis mis de façon très très assidue. Et puis j'ai fini par l'avoir. Et puis vous l'avez eu. Je l'ai eu. Vous étiez hyper fier. Oui, j'étais content là. Vu l'effort que ça représentait. Et alors à ce moment-là, vous vouliez devenir professeur des écoles, ça j'entends bien. Mais est-ce que vous saviez que vous allez devenir un professeur des écoles un peu différent de ce qui se faisait avant? Je me doutais, bien sûr, j'allais chanter. Je me suis dit, on chante en classe, on chante à l'école, dans toutes les classes. C'est mon fer de lance. Je vais évidemment m'en servir avec les enfants. Et alors, comment vous faites? Racontez-moi, parce que vous n'êtes pas venu seul. avec la casquette, d'accord, le béret, d'accord, mais aussi avec une guitare. Je suis venu avec la guitare. Oui. Mais racontez-moi, attendez, parce que professeur des écoles, guitare, le chant, j'entends, hein. Ça en général c'est dans les ateliers, c'est après les cours et tout, mais vous alors, non. Il y a des cours de musique à l'école. Parlons de l'élémentaire. À l'élémentaire, il y a des PVP, des professeurs de la ville de Paris. Je suis à Paris, je travaille dans l'Académie de Paris, qui enseignent la musique, mais rien n'empêche le professeur des écoles de lui aussi faire de la musique. Ça apporte d'autres supports d'apprentissage. Et me disant, moi je joue de la guitare, j'aime ça. Pour l'instant, je suis brigade, c'est-à-dire remplaçant dans Paris. On m'envoie un semestre, remplacer un congé maternité, remplacer aux 2 jours un professeur qui est pas là. Mais ils veulent vous garder. Ça arrive, mais non, ne pars pas. Ne pars pas avec ta guitare, c'est pas possible. Mais non, mais forcément. Et donc, je ne rentre pas dans une classe, quelle qu'elle soit, sans la guitare sur le dos. Et comment vous accueillent les élèves? Oh, ça leur fait bien plaisir. Tout de suite, on remarque. Alors, des fois, je ne la sors pas tout de suite. Je vais attendre de tester l'ambiance, de voir que ce soit un peu plus la carotte. Vous avez fait tous les niveaux? Oui. CP, CE1, etc. De maternelle. Là, pour l'instant, je suis en petite section. Petite section. Oui. Et cette année. Moi, je travaille pas le lundi, on m'envoyait en CM2. Donc je navigue entre la petite section et le CM2. Mais alors, vous n'enseignez pas forcément la même chanson entre la petite section et le CM2. Bien sûr, j'ai des répertoires adaptés. Alors racontez-moi justement, parce que l'idée, c'est quand même d'apprendre finalement le français de manière différente aux enfants, j'imagine. Il n'y a pas que ça. Oui, c'est apprendre le français, mais c'est aussi apprendre beaucoup de choses. C'est apprendre le rythme, c'est travailler la phonologie, c'est distinguer des sons, c'est répéter des phonèmes, c'est vraiment c'est de la phonologie. C'est pas seulement l'apprentissage de la langue. Ça peut être aussi porteur d'autres choses, ça peut être aussi des chansons plaisir, et le plaisir de la musique dans une classe, ça participe à fond aux apprentissages.
mieux on est dans sa classe, mieux on apprend. Et quand la musique arrive, ça sert aussi à souder le groupe classe. Ça permet, on a des chansons rituelles qu'on fait le matin. Et puis quand je commence à connaître la classe, par exemple, je prends une musique. J'ai une musique que j'aime bien, par exemple, d'Anne Sylvestre, sur laquelle je réécris pas la chanson, j'écris un texte avec les 25 prénoms des 25 élèves. Oh, c'est sympa. Donc quand je chante ça, évidemment, ils rigolent tous, puis au bout d'un moment, ils écoutent, ils n'arrêtent pas de se montrer du doigt, et ça soude le groupe. C'est la chanson de la classe où tous les élèves sont nommés. C'est important de nommer les élèves. Ça permet de faire l'appel en même temps. Donc C'est presque l'appel. Mais si je m'arrêtais à chaque fois, ce serait l'appel. Non, mais vous vous doutez bien, Emmanuel, que j'ai très envie que vous fassiez une chanson avec le prénom de Michael et le mien. Ah oui. C'est possible ou pas? Donc très courte. Et Michael, Virginie, ça se fait. Et Emmanuel. C'est possible, bien sûr. La guitare est là, je vous en prie. Vous lire une chanson improvisée, je m'appelle pas Charles Trenet non plus. Hein. Si, je sens que je suis pas loin. Non mais, parce qu'on va y revenir là, il y a quand même plein de petites images qui sont sur la table et vous allez m'expliquer juste après. Mais pour juste sur l'indication là de la chanson improvisée. Juste, allez, trois petits... pas une chanson 10 secondes. Avec les prénoms, ça s'écrit. Ça s'écrit. Donc je vous fais un piège là. Je sais pas, invité ce soir à Cool TV avec Virginie et Michael. Oui, je m'appelle Emmanuel. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les chansons. Mais si, c'est génial. Elle se travaille avant. Non, mais c'est génial, c'est une impro qui est super sympa. Alors justement, ces petites cartes-là, montrez-moi parce que... Ce sont des cartes images qui me servent à aider les élèves à mémoriser la chanson. Je leur chante d'abord. Donc, ce sont les cartes images qui correspondent à une chanson de Charles Trenet qui est Boum. Ah, Boum. Et la chanson Boum de Charles Trenet, mais que j'ai simplifiée pour les petits. Parce qu'elle a des passages musicaux des fois un peu difficiles, ça marche. Donc j'ai réduit, j'ai gardé les deux couplets qui m'intéressent, j'ai simplifié le refrain parce qu'il y en a plusieurs, je n'en ai gardé qu'un. Et donc, je leur chante du Trenet. Mais avec les cartes images, on fait quoi du coup? Alors, les cartes images racontent l'histoire de la chanson. Donc il y a d'abord la chanson chantée devant les élèves, il y a les cartes images qui permettent de suivre l'histoire, et en plus de ça, lorsqu'on l'a chanté quelques fois, j'ai des gestes adaptés à la chanson. On peut le faire ensemble ou pas? Oui. Par exemple celle de Trenet. Oui. Allez-y. Mais alors je la chante et vous allez suivre les images au fond assez aisément parce que le... Alors, je sais pas si on voit bien là. Il faut bien voir les quatre, hein, puis les mêmes. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche, ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mais, la bûchette cassée fait fric, fric, frac, puis les pieds mouillés, flic, flic, flac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui... Les élèves se lèvent, s'éveillent. Ah, c'est sympa. Et donc, du coup, ça leur donne plus, bravo. Merci. Ça leur donne envie, en fait, de mieux comprendre finalement ce qu'ils chantent, de mieux connaître les mots, effectivement, la phono. Oui, ils ont l'impression de suivre une bande dessinée. J'aimante ça au tableau, le temps qu'ils la retiennent, et ils suivent l'histoire. Ils m'écoutent chanter, mais je les vois qui regardent au tableau, qui suivent l'histoire pour chanter avec moi. Et quand ils la savent, je leur fais la pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche, ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Puis je les geste pour le deuxième couplet aussi. Et alors là, ils vous demandent ce que c'est que l'amour, alors? Non, c'était la Saint-Valentin hier. Ah oui. Non, mais d'accord, mais quand même. Non, ça ne les questionne pas. Ça ne les questionne pas. Parce qu'ils sont en petite section. Mais alors... seulement, ça marche en maternelle, mais ça marche aussi au CP. Et l'avantage pour la mémorisation, en fait, c'est que j'ai 3 canaux de mémorisation. Il y a ce qu'ils entendent, il y a la mémoire auditive d'entendre la chanson et de la reprendre, de la répéter. Il y a la mémoire visuelle, de suivre les images, d'avoir les images gravées. Quand je parle des pieds mouillés, évidemment, les bottes rouges dans l'eau, c'est clair pour eux. Et puis, il y a ce qu'on appelle le kinesthésique, le fait de toucher, de faire les gestes
qui favorise aussi l'apprentissage. Ils apprennent ça en 2 jours. La mémorisation, évidemment. Oui. Génial. Et alors ça, c'était valable donc en petite section, et ce que vous avez fait même hier. Tout un maternelle, même CP, CE1, ça marche. Et par exemple, en CM2, qu'est-ce que vous enseigneriez comme... Alors, souvent en CM2, je chante Aldebert. Ouais. Sauf qu'Aldebert fait c'est la star du cycle 3. C'est la star, oui. C'est la star des élèves. Et souvent, on chante Aldebert. Ces derniers temps, on a surtout chanté Corona Minus, évidemment. Nous, on a Petit Pangolin, tout ça, on a chanté ça à l'école. Est-ce que les élèves sont demandeurs de chansons particulières? Ils vous demandent par exemple de reprendre Stromae ou je ne sais pas qui, ou Angèle? Il est arrivé qu'on me demande La Reine des Neiges 2. Ah. Et là, donc il y a eu un blanc? Je ne la connaissais pas. Non, mais il y a aussi des chansons... Ah bah si, délivrées, vous savez. Il y a des chansons qui rentrent dans le cadre de l'éducation nationale et d'autres pas. Aussi. Donc moi, je fais mon choix, parce que je connais pas mal la chanson, je fais un choix de chanson qui est adaptable et convenable pour les élèves de l'école de la République. Et je vais pas prendre n'importe quoi. Mais il peut y avoir aussi des chansons cadeaux qu'on me demande. Il arrive qu'en fin de période, ou quand les élèves sont assez excités, on me demande de chanter Santillano du Gaufret. Ouais. Alors j'y vais à fond sur Santillano. C'est pas une chanson spécialement d'apprentissage, c'est une chanson... plaisir, quoi. Il faut des chansons plaisir. Ce qui est intéressant, Emmanuel Lotz, c'est qu'en fait, vous êtes un amoureux de la chanson française, un amoureux du texte. Oui. Je le vois bien. Vos chanteurs préférés, c'est qui? C'est dans la chanson française Renaud, Benabar, Thomas Fersen, Aldebert, j'adore. Hein. Je trouve qu'il a une façon de faire les chansons, une facture de chansons vraiment intéressante. Brel à l'époque. Bien sûr, Brel traînait, enfin voilà, les dinosaures. Et donc, pour vous, c'est essentiel justement de pouvoir maîtriser cette langue française et en même temps la culture française qui est liée à la musique. Bien sûr. Et de pouvoir associer les deux. Il faut que la langue française passe aussi par la musique. On a vraiment besoin d'apprendre la langue française aux élèves. Et aussi peut-être la musique, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça manque peut-être à l'école justement l'apprentissage des arts? Alors, il y a l'apprentissage des arts à l'école, il y a de la musique. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Est-ce que c'est pas une ouverture d'esprit? Ah non? Je pense que plus on met de musique dans la classe, Ouais. plus ça sert les élèves. Et par exemple, sur cette chanson-là, ce qu'ils aiment aussi, les élèves, en plus, c'est que ça swing. Et eux commencent à se déhancher en classe. Et ils swingent. Et même l'ATSEM en classe, je la vois qui se déhanche pendant que je chante. Ça, c'est du plaisir. Quand on arrive d'abord à apprécier la chanson et puis à trouver que ça swing, on a envie de bouger le popotin sur le tabouret, c'est qu'on est content, c'est qu'on est prêt à apprendre. Et alors pourquoi vous n'en voulez pas plus alors d'apprentissage de la musique et des arts en général à l'école, si ça fait du bien? Ah, c'est pas que j'en veux pas plus, moi j'en mets partout en fait. Ouais. Oui. Il y a des apprentissages déjà délimités, il y a des horaires pour les PVP en élémentaire, tout ça, mais moi je me dis en mettre aussi ailleurs, ce n'est que du bénéfice. Et oui, c'est ça, que du bénéfice pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi justement d'enseigner plutôt la musique? Parce que je suis pas assez fort en musique. Et puis, apprendre la musique théorique, je sais un peu de musique, j'étais même violoniste avant, je pourrais enseigner de la musique, mais j'aime bien l'idée d'être prof polyvalent et de toucher à tout. Oui, et que la musique soit mon outil libre que je rajoute et pas prisonnier dans un seul domaine d'apprentissage, une seule... Voilà, j'aime bien toucher et aux maths, et au français, et aux arts graphiques, et à la musique, et aller leur faire du sport, même si je ne suis pas sportif, mais c'est pas grave. Je suis très admirative, en tout cas, du côté pédagogue, et bien sûr de l'artiste. Vous faites des concerts en ce moment ou pas? Peu. Pour l'instant, j'en fais peu. Prof, ça me prend beaucoup de temps. Il m'arrive d'en faire. Mais on peut aller regarder ce que vous faites. Bien sûr, il y a Sur un quoi? site. Mon site c'est Manu Lotz. D'accord, L-O-A-D-S L-O-D-S. L-O-D-S, pardon. L-O-D-S. D'accord. Voilà, sur mon site de chanteur, où il y a les chansons en écoute, des dates de spectacle quand il y en a, la vente du dernier disque. Un petit cadeau, juste un refrain, un petit cadeau pour moi à la guitare, un extrait d'une chanson que vous adorez et qui parle à tous, juste pour terminer cette émission. Une chanson que j'adore qui parle à tous. Ouais, bah, peut-être une des vôtres d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, un refrain, pas entière, hein. On n'a pas le temps. C'est juste un tout petit cadeau. Une petite chanson. Merci. Une chanson plaisir écrite pour les enfants. D'accord? Avec joie. Elle n'a pas d'objectif phonologique. Elle n'a pas d'autre objectif. Mais pas entière, Emmanuel, un petit peu. Pas entière, c'est toute petite. Une chanson coécrite avec mon fils de 4 ans. Oh. Donc, c'est lui qui m'a donné les 2 premiers vers. Vous allez voir, ils sont jolis les 2 premiers vers. C'est lui qui les a trouvés. J'ai un peu écrit le reste avec lui. Ce manteau de fourrure noire, j'ai tué un loup pour l'avoir. Un grand loup aux dents pointues
que j'avais croisé dans la rue. Comme il avait froid aux pattes, je lui ai donné mon anorak, mon gilet, mon tour de cou, pour qu'il n'ait plus froid du tout. Mais le loup voulait encore mon masque de Dark Vador, mon fusil qui fait du bruit, ma plume d'Indien de Yakari, mes chaussettes avec Shere Khan, mon déguisement de Spider-Man, et comme ses pattes lui faisaient mal, mes bottes bleues avec des étoiles. Je lui ai dit jamais de la vie, loup, tu n'es même pas gentil. Je t'ai donné mes vêtements et tu n'es toujours pas content. Alors il m'a sauté dessus pour me dévorer tout cru. Oui, mais moi, Super Simon, je lui ai troué le bidon. Et je ne vous ferai pas le dernier couplet puisque vous... Bravo, merci beaucoup. Préparez-vous, hein, parce qu'à mon avis, on va vous appeler, je ne sais pas quel grand éditeur va vous appeler, vous proposer d'écrire des petits bouquins, en fait, de chansons qui seront en résonance avec la langue française et qui sont peut-être aussi musicaux, je ne sais pas. Oui. Ça peut être intéressant. Mais je m'en sers à aussi réfléchir, en maths. Hein. En maths, je me sers de ça, de la chanson. Par exemple, vous connaissez un éléphant qui se balançait sur une toile, toile d'araignée. J'ai préparé, je vous la chante pas, mais je vous montre le... Bah oui, parce qu'on va devoir se quitter. On a peu de temps. On a peu de temps. Bah je fais monter les 4 éléphants. Je chante la chanson avec des éléphants qui montent sur la toile d'araignée et qui Emmanuel, on lui dit on a plus de temps. Il me dit mais je déballe, voilà. je continue. Ils montent sur la toile d'araignée. Mais pour ce que je veux, c'est décomposer le nombre 4. Donc j'ai 4 éléphants qui montent. Et au 4e éléphant, non, on n'appelle plus de copains pour aller au-dessus. C'est la maman qui est pas contente. Parce qu'une toile d'araignée, c'est bien trop dangereux, c'est bien trop fragile. Donc elle fait descendre des éléphants un par un. J'ai réécrit le texte, donc j'ai fait une deuxième partie de chanson où c'est moi qui ai écrit. Et les éléphants descendent retrouver leur maman. Et là, on est, et à chaque fois, combien on en reste accroché? Le premier est rentré voir sa maman, combien il en reste sur la toile d'araignée? Il en reste 3. 4, c'est 3 et 1. C'est 2 et 2. C'est 4 et 0. On décompose le nombre 4 avec la chanson. En plus, je le fais sur un rythme très rock'n'roll, et à la fin, les enfants dansent. Ah, j'adore. Donc, bah voilà, on devrait faire ça maths. au bureau. Merci mille fois en tout cas, Emmanuel Lotz, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles. Vous avez aussi un site. Hein. C'est ça, c'est Manu Lotz Manu Lotz. Manu Lotz. Site, oui. Voilà, .com, .fr. Je ne sais pas. Vous chercherez. Google est magique pour ça, Safari aussi. Et vous avez une voix incroyable. Ouais, bravo en tout cas. Casser les élèves, ça fatigue la voix aussi. Ouais, mais c'est très beau. Merci en tout cas d'être venu. C'est moi Allez, qui vous remercie. Comme chaque mardi, eh bien, on vous emmène à l'étranger. C'est la chronique de Mickaël Dorian qui est avec moi. Mickaël, alors c'est la nouvelle idée du gouvernement chinois pour sauver les cours de sport à l'école, faire appel à des sportifs de haut niveau. Oui, alors que se déroulent actuellement à Pékin les Jeux Olympiques d'hiver, la Chine cherche par tous les moyens à promouvoir le sport auprès des jeunes. Alors pourquoi autant d'agitation autour de cette question? D'abord parce que dans l'empire du milieu, sport et école n'ont jamais fait très bon ménage, Virginie, que le système scolaire chinois est très sélectif et qu'il a longtemps contribué à limiter l'activité sportive des jeunes pour ne pas les distraire de leurs études. C'est pour cette raison que de nombreux parents poussent leurs enfants à consacrer tout leur temps libre au travail scolaire, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce modèle est pointé du doigt, accusé d'entraîner obésité, stress et myopie chez les jeunes. D'accord, bon, on a compris, mais l'éducation physique, ok, à l'école en Chine, c'est pas ça, mais ça ne les empêche pas quand même d'exceller dans le sport de haut niveau, non? Et de collectionner les médailles. Oui, on le voit depuis le début de ces JO d'hiver, ils sont bien mieux placés que nous d'ailleurs. L'explication est simple, en Chine, le sport à haut niveau se pratique dès le plus jeune âge, mais est totalement dissocié de l'éducation traditionnelle. Les enfants sont, vers l'âge de 8 ans, sélectionnés pour intégrer le système étatique de formation des sportifs, réputé dans le monde entier comme une véritable fabrique de champions. Vous avez compris, d'un côté, un système éducatif traditionnel axé sur l'excellence et jusqu'ici pas très ouvert à l'éducation physique et sportive, et de l'autre, des sportifs de haut niveau formés aussi à l'excellence. C'est d'ailleurs peut-être le seul point commun, mais dans un autre domaine, c'est comme ça qu'est venue l'idée de réunir les deux finalement. L'État veut aujourd'hui réduire la charge de travail scolaire des jeunes au profit notamment d'un objectif de 2 heures d'activité physique quotidienne, et pour ça, ils ont décidé de faire appel à d'anciens athlètes médaillés à la retraite. On parle ici de jeunes retraités, puisque vous savez que dans le sport, on est retraité vers 30 ans. D'accord, mais quel est l'intérêt pour les ex-champions du coup? L'intérêt pour eux, c'est de s'offrir une nouvelle porte de sortie, de montrer que les sportifs professionnels à la retraite ne sont pas bons qu'à entraîner d'autres athlètes de haut niveau, et de se rendre utiles pour leur pays en combattant l'idée reçue selon laquelle le sport serait l'apanage des sportifs professionnels et une perte de temps pour les autres. Bon, est-ce que ça marche? Disons que c'est un bon début.
En Chine, beaucoup de parents réalisent enfin que les études ne sont pas l'unique voie vers la réussite. Aujourd'hui, ils n'obligent plus forcément leurs enfants à suivre des cours particuliers le week-end et font en sorte qu'ils puissent consacrer ce temps à évacuer leur stress, notamment par le biais du sport. Autre point positif, plusieurs provinces de Chine adaptent désormais les examens d'entrée au lycée afin de donner plus de poids aux résultats sportifs des élèves. Après, vous savez, le changement, ça prend du temps et certains parents sont plus réfractaires que d'autres. Plusieurs commentaires sur Internet indiquent qu'ils sont inquiets face à ce développement du sport qui pourrait, selon eux, entraver les résultats de leurs enfants en maths, chinois ou anglais. Je crois qu'ils sont toujours meilleurs que nous en maths, de toute façon. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Et en sport aussi, finalement, quand on voit les résultats des JO actuellement. Merci Mika. C'est l'heure de Souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard, qui reçoit le chef Norbert Tarrer cette semaine. Et si je vous demande un souvenir d'écolier précis? Précis, j'en ai plein. Alors, je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes. Oui, j'ai plein d'anecdotes. Comme mes parents, j'étais dans une école publique à Victor Hugo. Il y avait Victor Hugo 1, Victor Hugo 2. Donc c'était très drôle parce que Victor Hugo 1, c'était un peu pour les bobos comme nous, on était en pavillon. Victor Hugo 2, c'était pour les gens qui étaient en HLM, les chênes. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec eux. Ça s'appelle la Cité des Chênes à Hermont. Et donc, on se mélangeait comme ça. Alors à la récréation, il n'y avait pas de délimitation. Donc à la récréation, on allait jouer, on se tirait un peu, on se crêpait un peu le chignon, et c'est comme ça qu'on crée la mixité des choses, des genres. Et moi un jour j'étais venu avec mes gros calots, on jouait au calot à l'époque, des gros calots, et mon père me dit tiens, il y en avait pour 50 francs, donc c'était énorme, et je reviens le soir, il me restait une bille. Vous avez perdu ? Moi j'étais très mauvais. Je crois que j'ai jamais été bon dans la précision du trou, mettre dans le trou la tiquette. J'étais mauvais. Mauvais. Alors, attends, pas de bonne note et mauvais au calot. Ah ouais. Par contre, j'étais un super mec pour foutre l'ambiance. En tout cas, je me prenais souvent j'allais souvent au piquet. Et après, non, je pense que j'étais le gosse qu'on pouvait voir, mais qu'on retenait pas forcément. Voilà, j'étais un peu transparent. Ouais, en primaire, j'étais très transparent. Mais je me suis régalé, j'ai eu des amis, j'ai créé des liens forts avec des potes. Mais je crois que j'avais pas encore... Il y a des enfants qui naissent comme ça, qui ont du caractère, qui ont une présence. Moi, j'avais pas encore le charisme. Ça, je pense que j'étais très roux, j'avais les dents en avant. Mes parents m'habillaient à l'arrache, donc j'avais un col roulé bleu, une coupe au bol, je te jure que c'est vrai, des lunettes comme as. Et quand je suis j'avais les dents qui disaient bonjour. Je te jure, c'était comme ça. Je sais pas, elle faisait de la gymnastique, c'était un peu comme ça. Donc pas un physique facile. Et au fil du temps, c'était encore pire. Donc, ouais, parce que tu dis, oh, il est mignon le gamin, poil de carotte. Puis après, quand tu grandis, c'est dur. L'adolescence. Oh là là, c'était dur. C'était très dur. Franchement, j'ai souffert. En plus, avec un prénom comme ça, ils avaient sorti à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, le yaourt Dany. Allez Norbert, mangez un Dany, ça ira mieux. Ça m'a collé de 89 jusqu'à 95. J'ai eu le droit à cette blague pendant tout le temps. Est-ce que vous avez gardé des relations justement avec vos copains? Vous avez dit le seul truc cool, c'est que j'avais beaucoup de copains. Ouais, Julien Hillier, je me rappelle, il y avait. C'est celui avec qui vous Voilà, travaillez. on travaille ensemble. Il y avait Yves Vicher, il y avait Jimmy, Yann Torres. Ça, c'est dès l'école primaire. Ouais, c'était face à l'autre école. Ils étaient dans l'autre école, en Victor Hugo 2. Mais aucun dans Victor Hugo 1. Moi, à part Julien, non, j'ai Yves. Après, je me souviens, il y avait beaucoup de Nathalie à l'époque. C'est là que je me rappelle, putain, il y avait des prénoms. Pardon, Pétard, il y avait des prénoms de vieux, quoi. Oh Pétard, oui. Ah ouais, Nathalie, Cécile, Elisabeth. Ouais, non, mais c'est vrai. Norbert, je peux vanner. Hein. Norbert, je pense que même à ma génération, c'était déjà très vieux. Hein, déjà, je pense que même quand il m'appelait Norbert, 72 ans, c'est moi à présent. Non, mais voilà, j'étais un peu. Mais ouais, je me dis que ouais, ça passe vite, très très vite. Mais la primaire, c'est aussi la cantine, c'est aussi. Voilà. Mais moi, je me suis révélé au grand public dans les bêtises, surtout au collège. Ouais, ouais. Au collège. Primaire, j'étais terrorisé par les profs. Oui, toujours avec ces histoires. Là, au collège, ils ne donnaient plus de coups de règle sur les doigts? Non. Je faisais beaucoup de bêtises. Je pense qu'ils ont abandonné. En plus, j'étais dans un collège qui s'appelait le collège Jules Ferry, donc j'ai resté à Hermont. Mes parents venaient de se séparer. Et alors là, je suis parti. Ouais. Je crois que j'ai triplé 6 fois ma 6e. Ah bon? Et à la 3e fois, ils m'ont dit tu passes en 5e, on veut pas de toi. Ouais. Non, vraiment? Ouais, je vous assure. Parce qu'on sait si on l'a fait 3 fois ou pas. Vous avez dit, non. Je crois. J'ai fait 6e 4, 6e 2. Non, 6e 4, 6e 2 et j'ai fait 6e 1. Il m'a mis avec les meilleurs, ils se sont dit on va peut-être le tirer du fond le mec. Et au bout d'un mois, ils m'ont dit je pense qu'on va le faire passer. On va le faire passer. Finalement, vous aviez... J'ai fait qu'un mois en 6e, dans la 3e semaine, ils me font passer en 5e 8. Et j'étais une... et on va pas se garder. Ils avaient compris qu'il fallait pas qu'ils me gardent trop longtemps en fait. Il fallait vite que je quitte le collège. Parce qu'ils avaient peur que vous niveliez vers le bas le reste de la classe. C'est-à-dire que j'avais mes têtes et que je pense qu'avec les profs, j'étais une terreur parce que, par exemple, en espagnol, ça allait bien. Après, j'étais amoureux de ma prof de français. Je lui faisais du gringue, donc c'était énorme. Un gamin de même pas 11 ans qui faisait du gringue à sa prof. Et puis... Comment elle s'appelait cette prof? Alors elle, je ne me rappelle pas du tout. Mais je vois sa tête.
Je sais pas. Et quand on a les noms de tout le monde, depuis tout à l'heure. Non, après, au collège, alors le premier collège à Hermont, il y avait Monsieur Toiti, Monsieur Merly, il y avait, j'ai pas grand souvenir de ce collège-là. Le deuxième, si j'en ai un peu plus. Là, Victor Hugo, c'est un collège un peu plus bobo. Hein. Okay. On est confort, vieille meulière, 3 bâtiments, donc on devait traverser la route. C'était l'époque des Patrick Ewing, c'était l'époque des Carolina, des jeans larges. C'était l'époque où les filles laissaient apparaître leurs ficelles comme ça qui sortaient derrière. Moi, j'en pouvais plus. J'étais comme ça. C'était les sols tous les jours. J'avais pas à toucher. J'avais une gueule de. J'avais pas du tout. Toujours pareil. Ah, je m'occupais pas de moi, j'étais une loque, je vous jure, c'était incroyable. Pourquoi vous vous occupiez pas de vous ? Je crois que je faisais pas attention, je pensais à m'amuser, à vivre. Je pense que des fois, quand on a une vie un peu plus compliquée, je me laissais vivre, moi je me laissais porter. Et puis c'est vrai que j'avais pas la tchatche facile, mais par contre, qu'est-ce que j'étais turbulent. Là, par contre, après, je me suis mis à turbiner après la 6e, donc dès que je suis rentré dans ma 5e, alors là, je suis devenu un truc de dingue, quoi. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Norbert, pour la suite de ses souvenirs d'écolier. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Bonjour à vous. Alors, clapotis, C-L-A-P, etc. P-O-T-E-E. Voilà, pourquoi ? Alors, clapotis, déjà, il y avait le mot français. Clapotis, c'est les petites gouttes qu'on entend, qui ont un son agréable. Mais alors, c'est TIS, madame la professeure de français. Je sais très bien. Je sais que vous savez. Je suis ouverte au français et donc forcément aux autres langues, puisque je suis prof de langue. Et donc, clapotis, je l'ai transformé en EE, parce que clapotis, c'est l'idée des gouttes du savoir qui tombent. Vous savez, ce petit bruit agréable là, qui vous fait plaisir quand vous l'entendez, un peu zen, etc. Et je me suis dit, je vais rajouter de E pour faire un petit clin d'œil au e-learning et puis au E de éducation, tout simplement. Et ça faisait un petit peu anglicisme. C'est pas pour répondre à la tendance, mais je trouvais que c'était clapotis vis-à-vis des jeunes. J'avais sondé mes élèves et ils m'ont dit, ouais, arrêtez-vous à ce mot. Est-ce qu'il est important de rappeler que ce n'est pas une question d'intelligence, que c'est avant tout un trouble ? Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment important que les personnes dyslexiques le comprennent. C'est-à-dire que la dyslexie, c'est avant tout une chance. C'est-à-dire que le cerveau des personnes dyslexiques est obligé de développer des capacités absolument remarquables que n'ont pas besoin de développer les autres. Et ces capacités sont une vraie richesse d'intelligence. Dans ces capacités, il y a par exemple une grande créativité. On le retrouve dans le métier de Nathan. Hein. Voilà. Une capacité à trouver d'autres solutions, une mobilité de pensée en fait. D'accord. Et puis des capacités visio-spatiales absolument remarquables. 50% des salariés de la NASA sont dyslexiques et sont recrutés là-dessus. 50%? Parce qu'ils ont des capacités de représentation. Un employé sur 2 de la NASA est dyslexique ? Oui. C'est incroyable. Et aux États-Unis, on le marque sur le CV qu'on est dyslexique parce qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est en cours, on comprend que la dyslexie, avant toute chose, c'est une chance pour l'entreprise. Quand on parle de données de santé en matière de numérique, en général, on a tout de suite un petit voyant rouge qui s'allume en disant attention, vie privée, privacy, règlement des données personnelles, notamment en Europe avec ce fameux RGPD. Concrètement, comment est-ce que vous m'assurez que les données justement de santé de ces patients, de ces patientes sont absolument respectées ? Alors, concrètement, ces données sont collectées suite à des autorisations des ministères de santé français, locaux, des autorisations éthiques, etc. Ensuite, tout ce qui est collecté est ramené en fait en France, donc en Europe, là où finalement le règlement est le plus dur, et stocké. Les données sont stockées en fait chez nous, dans nos locaux, et nous sommes nous-mêmes hébergés chez un hébergeur de données de santé. Nos locaux sont particulièrement sécurisés. Les serveurs sont chez un hébergeur de données de santé qui a également des données du gouvernement. Moi-même, si je voulais pouvoir voir physiquement mes serveurs, je ne pourrais pas parce que je crois que pour y accéder, il faut empreinte digitale, badge, pièce d'identité, etc. Et en fait, je ne suis pas moi-même habilité à aller jusqu'au serveur
dans lesquels sont stockées mes données. L'idée, c'est que j'étais toujours partie, c'est pareil, d'un constat sur le terrain, c'est-à-dire que très peu d'élèves, en fait, on dit qu'ils sont agiles en numérique, mais pas tant que ça. Ils savent très bien se prendre en selfie, etc. Ça n'a aucun problème. Mais après, le fait d'appréhender des métiers qui tournent autour du numérique, ils connaissaient très peu, et c'est pas de leur faute, parce qu'on n'a pas des professionnels aussi qui viennent un petit peu dans la bulle éducative. Et donc, je m'étais dit, autant à ce moment-là leur proposer des lieux, effectivement, notamment dans un monde, un environnement numérique, dans lequel ils vont pouvoir côtoyer des professionnels du numérique, qui vont leur expliquer leur parcours, les métiers qui existent, parce que le numérique, c'est pas juste... voilà. Et donc, l'idée, c'est en dehors des cours, qu'ils découvrent, qu'ils rencontrent, qu'ils apprennent à pitcher. Là, avec le confinement et le Covid, on n'a pas pu faire grand-chose. Là, je vais relancer un petit peu. Mais l'idée, c'était, on les avait emmenés à la station F, dans des... Station F, qui est l'énorme incubateur à côté de la gare d'Austerlitz. Ensuite, notre fleuron tourangeau, My Serious Game. Alors voilà, notre fleuron tourangeau, parce que je ne l'ai pas dit, mais défendons la Touraine. Il se passe des choses en dehors. Et Héraclion, c'est à Tours. Oui, c'est à Tours. Alors, pour l'instant, off, parce que voilà, avec le Covid, etc. Mais vous allez rouvrir. Ah ben là, je veux. Parce qu'il y a une demande en plus, ils sont curieux, ils veulent effectivement découvrir. Alors pareil, on va avoir, pareil, je suis désolée de faire la pub de Tours, mais bon, il y a du e-sport qui va beaucoup se développer. Et il y a les parents qui ont une appréhension en se disant, mais oulala, du e-sport, c'est du gaming, etc. Mais justement, dans le monde du jeu, il y a plein de choses, il y a plein de métiers qui s'offrent à eux, et c'est le but aussi, un peu de leur faire découvrir ce qui apparaît petit à petit dans le monde professionnel. Est-ce que le gouvernement en fait assez justement pour mettre la lumière sur tous ces troubles 10 de manière générale, parce qu'il y a la dyslexie, la dyspraxie et j'en passe? Alors, par rapport à ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, oui. On est en progrès, oui. Mais on est encore loin, c'est ça? On est encore loin, mais il y a du progrès. On voit de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes qui sont sensibilisés à ces questions-là. Voilà, donc... affaire à suivre. Ce qui est important, voilà, c'est si je peux rajouter un petit message pour ces jeunes-là, justement, faites-en une force de cette faiblesse-là, faites-en une force. Et dernier petit conseil aussi, c'est fragmenter bien les tâches. C'est-à-dire vraiment fragmenter les tâches façon à ce qu'il y ait des phases de repos pour pouvoir faire les devoirs, par exemple. Voilà. Il y a deux volets à Résilience, si je ne m'abuse. Il y a une partie justement de curation d'informations pour pouvoir donner accès à ces patients et à ces patientes au maximum de définition, notamment de dédramatiser aussi le parcours de soins. Absolument. C'est vrai que, en fait, comme vous le disiez, il y a énormément de nouveaux cas de cancer. Beaucoup de personnes qui vivent longtemps avec un cancer, mais le nombre d'oncologues, lui, n'augmente pas. Donc, le temps des rendez-vous est très limité, c'est-à-dire que ça va être des rendez-vous qui vont durer moins de 10 minutes, tous les 3 ou 6 mois. Donc, on n'a pas le temps d'avoir le niveau d'information nécessaire pour comprendre la maladie, ses traitements et les effets secondaires. Donc, la première mission de Résilience, c'est de créer une bibliothèque de contenu, vidéos, podcasts, articles de vulgarisation scientifique, illustrations, pour permettre à chacun de trouver un lieu sécurisé sur l'application, ce qu'on appelle une safe place, où je vais pouvoir me renseigner et comprendre en fonction de ma maladie, en fonction des traitements. Donc, c'est vraiment de créer une sorte de réflexe, plutôt que d'aller sur Google au milieu de la nuit parce qu'on est paniqué et qu'on a un effet secondaire. On va pouvoir aller sur Résilience et on espère apporter au patient une information qui puisse lui permettre de soulager la difficulté qu'il passe. Et ce sera même vrai aussi pour les professionnels, puisque l'idée, c'est vraiment de créer une bibliothèque de meilleur contenu mondial, une sorte d'universaliste accessible et bien sûr gratuit pour tous. Merci Mickaël, c'est la fin de cette édition. Une équipe spécialement féminine aujourd'hui qui nous entoure, et donc je les embrasse particulièrement. À la réalisation, Alice Pitavi, Emma Guessel à la rédaction en chef avec Judith Garrigue, et au son, Héloïse Merlin. Merci à toutes, et d'ailleurs au make-up. Très important le make-up, Colline. À demain sur School TV, pour ceux qui veulent regarder, schooltv.com. Ciao.